Bonjour Philippe Folliot, Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénateur du Tarn depuis 2022, c'est votre premier mandat. Vous êtes aussi président de l'Alliance centriste et vous avez 60 ans. À mes côtés aujourd'hui Pascale Lagorce, bonjour. Bonjour Robin, bonjour Philippe Folliot. Rédactrice en chef à France 3 Occitanie. Cette semaine, on évoquait la ZAD du Tarn. Cette semaine, la ZAD de la Crémade à Saïs a été en partie évacuée. Les opposants les plus téméraires, on les appelle les écureuils, et bien eux sont installés dans les arbres le long du chantier pour empêcher leur coupe. La mise en service de l'A69, elle est toujours prévue, en revanche, pour l'an prochain. Il y a une phrase que vous martelez dans la presse, Philippe Folliot, c'est « Ce projet n'est pas un projet, c'est une réalisation ». Donc selon vous, aujourd'hui, la mobilisation des opposants, elle n'a plus le lieu d'être. C'est une mobilisation d'arrière-garde, si vous me permettez l'expression. Effectivement, c'est une réalisation parce que à peu près la moitié des travaux sont réalisés. Les terrassements, et je veux dire l'ensemble des Sud-Tarnaises et Tarnais qui passent le voient, sont bien avancés. Les ouvrages d'art sont bien avancés aussi. Et donc nous nous trouvons face à une situation qui est une situation quelque peu buesque, si vous me permettez l'expression. Mobilisation d'arrière-garde, c'est dur pour des gens qui se battent pour l'écologie, pour ne pas que des arbres soient abattus. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'écologie. Aujourd'hui, cette réalisation, elle est à moitié faite. C'est comme si demain, chez vous, vous avez obtenu les permis de construire. Je construis ma maison à moitié. Voilà, vous construisez votre maison à moitié. C'est déjà arrivé, vous savez, sur des chantiers qu'on a Vous construisez votre maison à moitié, et puis vous avez des personnes de l'extérieur qui viennent vous dire « il ne faut pas faire cela ». Parce que les personnes qui sont actuellement dans les arbres ou les personnes qui sont venues manifester, pour la quasi-totalité d'entre eux, ils viennent d'un petit peu partout, mais ils ne sont pas du territoire. Et ça, c'est quand même, on va le voir dans un reportage tout à l'heure, il y a quand même des habitants du Tarn qui sont mobilisés. Mais une extrême minorité, et c'est insupportable. Parce que derrière, finalement, le fait que cette réalisation arrive à son terme, se pose une question de l'état de droit dans notre pays. Puisqu'il faut quand même le rappeler, tous les recours qui ont été déposés par les opposants en justice ont tous été écartés par la justice. Ensuite, il faut aussi rappeler qu'il y a eu une phase de mobilisation et une phase, donc, au travers de 2 débats publics, de concertation particulièrement longue et particulièrement poussée. Que Mme Gunperg, qui est venue de Suède en avion la semaine dernière... Alors non, elle n'est pas venue en avion, elle aurait pu venir. Elle aurait pu venir... Elle est venue en train. Ou elle est venue en train, ça va, bon. De toute manière, elle aurait pu venir au moment des débats publics. Je veux dire, il y a eu ce temps de la concertation. Aujourd'hui, je veux dire, c'est le temps de la réalisation. Et il y a quelque chose d'assez insupportable pour les personnes qui vivent à côté du hameau de la Crémade, qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Quand je vois le maire de Saïs qui a été agressé, c'est quelque chose de totalement insupportable. Dans un état de droit, de fait d'avoir une minorité déterminée, agissante, violente, qui veut imposer sa voix à la majorité. Les tribunaux, ces derniers jours, ont condamné des opposants, que ce soit Castres ou à Toulouse. Le préfet du Tarn a haussé le ton aussi, en disant dans un communiqué dans la semaine « les voyous n'auront pas le dernier mot ». Ça vous va, ça, comme réaction de l'État ? Je sais pas, la qualification, peu importe, mais en tout état de cause, ce qui me va, c'est le fait qu'on ne laisse pas une minorité imposer sa voix à la majorité. Cette autoroute est voulue par les 46 conseillers départementaux du Tarn, qui à l'unanimité, majorité et opposition ont voté pour. Les 2 communautés, la communauté de communes qui est concernée, la communauté d'agglo, à la quasi-unanimité est favorable. Les 2 sénateurs du Tarn sont favorables. Le député de la circonscription qui est traversé par l'autoroute est favorable. La chambre de commerce et d'industrie est favorable. La chambre d'agriculture, la chambre des métiers aussi. Mais est-ce que vous entendez, pardon, je vous coupe, mais est-ce que vous entendez les syndicats de salariés aussi qui ont émis un avis favorable. Est-ce que vous entendez les revendications des opposants ? Vous êtes fils d'ouvriers agricoles, si je ne dis pas de bêtises. Oui. C'est entre 300 et 500 hectares de terres agricoles qui vont être artificialisés par ce chantier. Pour vous, ça en vaut la peine ? Déjà, ce n'est pas 300 ou 500, c'est moins de 200. Ça, c'est la première chose. Les chiffres varient selon les opposants. Non, la réalité des chiffres, c'est ça. C'est moins de 200. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que ça en vaut la peine ? C'est que, bien entendu, je veux dire, toutes ces questions, il fallait se les poser avant.
Je veux dire, aujourd'hui, on est au stade de la réalisation. On n'est plus au stade des discussions, on n'est plus au stade du projet. Et moi, je suis fils d'ouvrier agricole, comme vous dites. Mais moi, je pense aux 800 salariés qui, tous les jours, se lèvent pour aller travailler sur ce chantier. Ils méritent le respect. Et ceux qui vont payer tous les jours pour aller à Toulouse, ils méritent autre chose. Ces 800 salariés, ils méritent autre chose qu'on s'attaque à leur outil de travail et qu'on dénigre le travail qu'ils font. Philippe Folliot, Robin Doreau parlait des convictions écologiques. Cette autoroute, vous le savez bien, elle a été baptisée Pierre Fabre, puisque c'est une volonté à l'époque, il y a des années et des années. Aujourd'hui, elle va être construite, en tout cas elle est à moitié construite, vous le dites, ça ira au bout, ça ira pas au bout, on le verra. Mais elle va avoir... Ça ira au bout, je vous rassure. Ça ira au bout, elle aura un coût social, elle va coûter cher, ça va coûter cher de faire Toulouse-Castres, Castres-Toulouse. Qui a les moyens aujourd'hui dans le Tarn, à part des hommes d'affaires, de se payer 15 € pour venir à Toulouse? Je vais vous dire deux choses. C'est au kilomètre, faire Castres-Toulouse coûtera à peu près le même prix que faire Carcassonne-Toulouse, faire Agen-Toulouse, ou faire Pamiers-Toulouse. Oui, c'est vrai. Mais en tout état de cause, ça c'est une première réalité. Le second point, vous savez combien coûte un billet de train entre Mazamet et Toulouse? 15 €. 36 €. Ah ouais. Aller-retour. On évoquait la présence de Greta Thunberg, que vous avez fortement critiquée cette semaine. Elle était présente donc la semaine dernière, puisque cette autoroute A69 est en train de devenir un symbole de lutte au-delà même des frontières de notre pays. Greta Thunberg qui donc était à Saïs. On va regarder ce reportage de Sophie Guillaumin. Elle est venue mettre sa notoriété au service d'un combat, celui des opposants au projet de l'A69. Ce projet, contesté depuis des mois, prévoit la construction d'une autoroute entre Toulouse et Castres, moyennant l'abattage de centaines d'arbres. Pour Greta Thunberg, il faut y mettre un terme. C'est une folie de maintenir un projet qui va mettre en péril la vie des habitants. On perd ici des ressources précieuses et ça ne détruira pas seulement la nature, mais aussi des terres viables. Cela va nous piéger dans un système toxique d'exploitation, mais aussi de pollution. Autour d'elle et sur la tribune, beaucoup de militants écologistes, quelques élus, des habitants aussi. Je la remercie vraiment du fond du cœur parce qu'elle est de notoriété internationale et donc ça nous apporte beaucoup de visibilité. Je la trouve très courageuse et je me dis que bon, il y a quand même des jeunes qui bougent. Qu'on habite soit en Suède, soit dans le Tarn, les problèmes sont les mêmes et pour les générations futures, on se doit de travailler autrement et de prendre ça en compte. La mobilisation organisée ce week-end se voulait festive, mais à quelques centaines de mètres de là, policiers et activistes se sont affrontés toute la matinée, les uns tentant de déloger les autres, installés notamment dans des cabanes construites dans des arbres sur le parcours de la future autoroute. 2 militants ont été interpellés. Philippe Folliot, quand vous entendez, vous venez de regarder ce reportage, Greta Thunberg dire, je la cite, un projet qui met en péril la vie de ses habitants, vous avez envie de lui répondre quoi, cette jeune fille? Il y a un peu un choc des générations, on le sait, entre ces jeunes écologistes et les politiques, mais vous avez envie de lui dire quoi quand elle parle de mise en péril de la vie des habitants du Tarn? Si vous me permettez, il n'y a pas de choc de génération parce qu'il y a nombre de jeunes Tarnaises et Tarnais qui sont tout à fait favorables à cette réalisation. Quoi quand elle dit, Moi, je lui réponds à cette charmante personne qui vient dans le département du Tarn pour faire sa communication. Essentiellement. Je veux dire, c'est une activiste politique, sous couvert d'écologie qui plutôt représente les mouvances d'extrême gauche et qui vient ici donc, pour faire sa com. Moi, je lui dis simplement qu'en termes de sécurité, et parce que c'est un enjeu aussi que l'on oublie assez régulièrement, cette route est accidentogène. Une autoroute, par définition, est plus sécure. Et que donc, au nom de quoi, Castres-Mazamet, qui est la seule agglomération de 100 000 habitants au niveau national, n'est disposé ni de gare TGV, ni d'aéroport international, ni d'autoroute, les habitants de ce bassin d'emploi seraient condamnés à être enclavés et à vivre et à se déplacer sur une route qui ne serait pas sécure. Ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, quand on regarde les images, moi j'ai été choqué, comme je l'ai été quand je suis allé samedi avec monsieur le préfet et le maire de Saïs sur le terrain pour me rendre compte de mes propres yeux ce qu'il en est. Quand des militants qui se disent écologistes, on parlait tout à l'heure de la voie ferrée, du prix du transport entre Castres, Mazamet et Toulouse, et qu'ils bloquent une voie de chemin de fer. Est-ce que ça correspond aux critères de l'écologie? Quand vous voyez, et on l'a entreaperçu au travers de votre reportage, qu'est-ce que c'est la crémade aujourd'hui? C'est un dépotoir. C'est un véritable dépotoir. Il y a des détritus partout. Est-ce que c'est ça leur volonté et la façon de défendre l'écologie? Eh bien, moi, je ne partage pas cela. Il y a quand même une commission d'enquête parlementaire qui est d'ailleurs présidée par un pro-autoroute. Hein, on le sait, c'est Jean Terlier. LFI avec Christine Arriguier contre. Elle va servir à quoi, cette commission d'enquête parlementaire? Parce que vous dites, elle est faite, l'autoroute, elle ira au bout. Mais ça sert à quoi de faire une commission d'enquête? Elle est censée examiner le montage financier. Si vous me permettez l'expression, j'ai été longtemps député. Donc on fait ça pour rien? Aujourd'hui, je suis sénateur. C'est simplement une mécanique par rapport à une règle qu'a établie effectivement l'Assemblée, que pour tout sujet pour lequel il y a X milliers de signatures, automatiquement, il y a la création donc d'une commission d'enquête, mais cette commission d'enquête, elle n'est pas sur l'opportunité du projet, elle est juste sur les conditions dans lesquelles un certain nombre de choses ont été... Bien entendu. Et ça n'apportera absolument rien, je veux dire, quant au fond, et puis surtout, quant à la réalisation. Parce que quand on parle des questions environnementales, moi je voudrais qu'on les aborde de manière globale. Je vis dans un petit village de montagne. Vous pouvez le citer, ça va Saint-Pierre-de-Trévisy, voilà, pour ne pas le nommer, qui est au cœur du parc naturel régional du Haut-Languedoc. Dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc, je veux dire, nous avons fait des efforts, et dans le sud du Tarn de manière globale, tout à fait conséquents en matière de préservation de l'environnement, au travers des énergies renouvelables, les éoliennes, qui sont parfois contestées, le photovoltaïque. Pardon, il faut qu'on avance, Philippe Folliot. On va parler du rural, justement, parce que le Tarn, c'est votre terre, vous y êtes attaché, c'est là que vous avez fait vos armes politiques. C'est une terre agricole. On va parler de l'agriculture parce que forcément, c'est dans l'actualité en ce moment. On pensait le monde agricole apaisé, ou en tout cas plutôt satisfait après les annonces du gouvernement ces dernières semaines. Mais la gronde est de retour. Est-ce que vous pensez que le monde agricole a raison de mettre à nouveau la pression comme ça sur le gouvernement? Il n'est pas illogique que les 1% de nos concitoyens qui nourrissent les 99% autres puissent vivre dignement de leur travail. Et moi, comme vous l'avez dit, je suis fils d'ouvrier agricole. Mon père était inséminateur artificiel. Mon grand-père paternel était agriculteur et mon grand-père maternel était maréchal ferrant. Donc j'ai baigné là-dedans. Et je vis dans une petite commune donc de la montagne tarnaise sur laquelle l'agriculture, l'élevage, j'allais dire plus particulièrement, est une activité importante. Ce que je tiens à dire et ce qui me paraît important de souligner par rapport à cela, c'est que nous sommes en Occitanie, dans la région où le revenu agricole est le plus bas de France, et plus particulièrement dans le secteur de l'élevage. Et que, finalement, qu'est-ce qu'ils nous disent, les agriculteurs ? Oui, c'est une des régions agricoles aussi importantes. Oui, voilà. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent, les agriculteurs ? Ils nous disent, nous, après tout, on n'a pas besoin d'aide, on ne voudrait pas d'aide. On voudrait juste avoir des prix, justement, rémunérateurs. Et le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la société, nous sommes pris dans une forme de schizophrénie, à certains égards. C'est-à-dire que le consommateur, qui, du reste, en tant que citoyen, a prouvé ce mouvement, quand il est face à des actes de choix dans le supermarché... Il fait le choix du porte-monnaie, quand même. Il fait le choix du porte-monnaie, mais choix du porte-monnaie qu'il ne fait pas quand il prend ses abonnements au smartphone Philippe Folliot, excusez-moi, aujourd'hui, et vous le savez bien... C'est une réalité. Ça, c'est de la démagogie comparer la viande avec le smartphone. Honnêtement, non, aujourd'hui... Excusez-moi, c'est pas de la démagogie, parce que c'est pas ressenti comme tel par les éleveurs. Quand on va acheter de la viande aujourd'hui, quand on va acheter des fruits et légumes, je parle pas de vous, je parle pas de moi, des gens qui sont payés au SMIC, qui vont au marché, même les marchés les moins chers, honnêtement, acheter de la viande aujourd'hui, de la viande française,
ça a un coût et tout le monde ne peut pas se le payer. C'est comme les fruits et légumes. On le sait très bien que la tomate d'Espagne, elle vaut pas cher. Et d'ailleurs, en parlant du porte-monnaie, c'est l'agriculture bio aussi qui en pâtit. Bah oui. Et vous en parlez, vous, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, mais à l'occasion des élections européennes, vous parlez beaucoup d'écologie. Vous dites l'agriculture, c'est ça, la vraie écologie. Mais quand on voit les annonces qui ont été obtenues par la FNSEA sur les produits phytosanitaires, ce genre de choses, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne va pas dans le mauvais sens, finalement? Moi, ce que j'ai dit surtout, c'est que les vrais écologistes, ce sont les ruraux. Et tout à l'heure, vous ne m'avez pas laissé développer les éléments par rapport à tout ce que nous faisons au sein du parc naturel régional au Languedoc, pour ne citer que celui-ci en termes de développement des énergies renouvelables et autres. Vous savez, quand on parle d'autres enjeux sur l'artificialisation, elle ne s'est pas faite dans les monts de la Cône. L'artificialisation, elle s'est faite à Toulouse et autour de l'agglomération toulousaine ou de l'agglomération montpelliéraine pour la région Occitanie. Et donc, les agriculteurs, voilà des enjeux et des éléments concrets sur lesquels ça leur pose un certain nombre de difficultés. Quand un éleveur, il veut faire une stabulation, on l'empêche et on lui dit non, vous allez artificialiser, c'est pas bien. Je voudrais revenir au porte-monnaie. Et donc, par rapport à ces éléments et à ces enjeux, eh bien, il est fondamental d'essayer de faire deux choses. La première, c'est de supprimer toutes les surtranspositions de normes. Comme j'avais dit il y a quelques années à la tribune de l'Assemblée, bientôt pour lire et pour remplir un formulaire qu'on demande tous les jours à un agriculteur de remplir, il faudra avoir un bac+12. Et ça devient d'une complexité totalement effrayante. Mais Philippe Folliot, moi je voudrais revenir au prix parce que ça m'a interpellé ce que vous dites tout à l'heure. C'est pas avec ça qu'on va faire baisser les prix des produits français. Avec l'inflation aujourd'hui, avec la mondialisation, avec l'Europe, avec les légumes, le miel qui arrive de Roumanie, comment on fait pour rémunérer au juste prix et permettre aux gens... Vous savez très bien que les salaires n'augmentent pas au rythme de l'inflation, qu'il y a des gens qui ont du mal à finir leur fin de mois. Comment ils font pour acheter de la viande française et des légumes français? Il ne vous a pas échappé qu'il y avait un certain nombre d'intermédiaires, et notamment dans la grande distribution, oui, donc comment on fait qui margent de manière très importante et parfois un petit peu scandaleuse. On leur tape sur les doigts. Et quand, vous savez, on écoute, y compris des petits industriels dans l'agroalimentaire. Et moi, je pense par exemple aux charcutiers salaisonniers de Laconne. Et quand ils me disent mais la façon dont ils sont totalement pressurisés par la grande distribution, et quand on sait que sur les produits de charcuterie, ce sont les produits sur lesquels ils margent le plus, eh bien, dans ce cadre-là, ne nous étonnons pas. Après, que nous ayons des importations de produits venant d'Espagne et avec des conditions qui ne sont pas les mêmes. Parce que ce que demandent les agriculteurs, c'est qu'au moins à l'échelle européenne, il y ait une uniformisation des normes. Parce que les farines animales, par exemple, sont autorisées en Espagne dans les élevages porcins, elles ne le sont pas en France. Eh bien, par rapport à cela, ça entraîne de fait une distorsion de concurrence qui est totalement inacceptable. Parlons du Sénat, Philippe Folliot, parce que vous êtes sénateur du Tarn. Le Sénat n'a jamais semblé aussi fort finalement que depuis que le gouvernement d'Emmanuel Macron n'a plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et on l'a vu récemment, par exemple, avec la loi immigration, qui est ressortie bien fortement droitisée de son passage au Sénat. C'est le regard du jour. Il est signé Régis Guillon. La loi immigration, c'est ce feuilleton à rebondissement. Le hit parade en 5 épisodes de l'année 2023. Rappel des épisodes précédents. En octobre dernier, essoré par sa réforme des retraites conclue en 49.3, le gouvernement se dit qu'il ferait mieux de passer par le Sénat pour négocier son projet de loi immigration. Car le Sénat est tenu par la droite et l'immigration, la droite, c'est son truc. Mais les sénateurs ont profité de l'occasion pour pousser leur avantage et muscler à l'envi la jambe droite du projet de loi. Le texte revient ainsi à l'Assemblée comme un éclopé, amputé de sa jambe gauche, signifiant la fin du « en même temps ». Mais sitôt le texte du Sénat arrivé chez eux, les députés le déshabillent pour lui trouver une nouvelle béquille de gauche. Seulement voilà, pas assez à gauche pour la gauche, pas assez à droite pour la droite. Le texte ne trouve pas de majorité.
Une commission mixte paritaire, Sénat-Parlement, est chargée de jouer les arbitres. La CMP remet alors une bonne couche de droite sur le texte, au point de satisfaire le Rassemblement national qui, goguenard, décide finalement de le voter. Des voix du RN mêlées à celles des Républicains et des députés macronistes sur le sujet de l'immigration, aucun scénariste n'avait prévu tel dénouement. Peu importe, répondait Gérald Darmanin qui portait le projet, le Conseil constitutionnel fera le ménage. Et c'est bien ce qu'il advint. Faute de notion de préférence nationale dans notre Constitution, les juges retoquèrent 32 articles sur les 86 que comptait le texte. La loi expurgée et promulguée. Fin de l'histoire ? Eh bien non, la saison 2 arrive. On va pas spoiler, mais sachez que les sénateurs vous réservent des surprises. Le groupe centriste a déposé sa proposition de loi en reprenant ses propositions de droite. C'est reparti pour un tour. Chasser la loi immigration par la porte, elle revient par la fenêtre du Sénat. Philippe Folliot, justement, parlons-en de cette loi immigration. Reprendre un texte avec des mesures déjà censurées par le Conseil constitutionnel, c'est quoi l'intérêt pour le groupe centriste ? Non, tout d'abord, c'est qu'une partie. Et ensuite, c'est redonner un cadre qui soit un cadre juridique stable pour permettre l'adoption de ces textes. Je voudrais juste revenir sur un point par rapport à votre présentation. Vous dites que le Sénat, la majorité à droite. Non, les LR au Sénat ont une majorité relative. Et ils ont la majorité absolue grâce au groupe Union Centriste, grâce au groupe Union Centriste, et qui nous permet par moment de pouvoir infléchir un certain nombre de choses. Ce que nous avons fait du reste dans le cadre de cette loi immigration et première mouture telle qu'elle a été votée, parce qu'il y avait un certain nombre de dispositions que les LR ne voulaient pas et que l'Union Centriste a réussi à imposer. Et justement, les centristes, historiquement, ils sont plutôt alliés à la droite au Sénat. À l'extrême droite aussi maintenant, parce que la plupart de ces mesures de la loi immigration, elles ont été votées par les députés d'extrême droite. Vous savez, les sénateurs d'extrême droite, il y en a deux. Donc, bon, laisse tranquille. Vous savez, leur poids est tout à fait relatif. Il y a idéologie, quoi. Donc, mais non, je crois que par rapport à ça, pour ce qui nous concerne, et vous savez, je voudrais rendre hommage à mon collègue et ami Philippe Bonnecarrère, sénateur du Tarn, qui a été porte-parole de notre groupe et qui a été rapporteur donc, de ce texte et qui a fait un excellent travail de fond sur ce texte. Alors après, maintenant, bien sûr, on va en reparler, notamment, parce que je vais anticiper sur ce que vous allez surtout parler d'un monde parallèle, parce que là, on est très en retard. Vous allez me parler de Mayotte, mais... Non, là, on va faire une petite pause sur vos réseaux sociaux, Philippe Folliot. C'est l'instant tweet avec Régis Guillon. Bonjour Régis. Bonjour à tous. Alors Régis, vous avez stalké, comme on dit, les réseaux sociaux de notre invité. Il est plutôt actif, c'est ce qu'on peut dire. Oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous, monsieur Folliot. Vous avez une santé numérique de fer. Cette popularité 2.0 ne se mesure pas tant par le nombre de vos abonnés, quelques dizaines de milliers sur les réseaux sociaux, où vous êtes présent sur X, Facebook, Instagram, LinkedIn. Non, je dirais plutôt que votre popularité numérique se mesure aux empreintes que vous laissez sur la toile avec de nombreuses vidéos reprenant vos interviews radio et télé. Votre site internet en mode office du tourisme du Tarn dans sa page d'accueil est aussi bien fourni sur votre travail au Sénat et sur le terrain. Bref, à 60 ans, monsieur Folliot, vous qui tenez votre bâton de maréchal, avez aussi gagné vos galons numériques. Et Régis, vous avez découvert une facette, enfin plusieurs facettes même méconnues de notre invité. Oui, j'ai découvert, monsieur Folliot, sur les réseaux sociaux que vous n'étiez pas seulement qu'un professionnel de la politique, mais vous avez aussi un cœur de poète. Vous écrivez des poèmes que vous enregistrez et publiez sur Instagram. En voici un extrait. Magie de Noël. Jingle bells, jing ma belle. Cloche si belle, magie de Noël. Songes embués pour souvenirs d'enfance. Rêves émerveillés et magie éternelle. L'ange apparaît et grande nouvelle. L'enfant est né pour immense espérance. Très joli. Monsieur le sénateur, il y a aussi de la poésie dans le rugby que vous pratiquez. Vous êtes d'ailleurs le président de l'amicale parlementaire de rugby. Vous avez disputé, s'il vous plaît, 6 Coupes du Monde parlementaires. Alors, monsieur Folliot, faut-il ou non tacler Antoine Dupont ?
pour ne pas avoir souhaité participer à l'actuel tournoi Destination. Le problème, c'est que Philippe Folliot est Tarnais, supporter du Castres Olympique, donc il va peut-être dire ça. Mais je vous rappellerai qu'Antoine qu'il a joué au Castres Olympique. A commencé sa carrière professionnelle à Castres. Un peu à Auch avant quand même. Mais sa carrière professionnelle à Castres. La Vincent Dupont. Et c'est vrai qu'on a parfois tendance à l'oublier. Non, mais je crois que c'est un choix qu'il a fait. Vous savez, le rugby est un sport collectif et ça se joue à 15. Oui, mais c'est pas pareil sans Antoine Dupont. Non, mais c'est vrai que c'est un joueur exceptionnel. Et c'est un facteur X, comme on dit, et qui a la capacité, à certains moments, de pouvoir faire basculer un match à lui tout seul. Mais ce qu'on espère, c'est qu'il soit ce facteur X pour les Jeux Olympiques et pour l'équipe de France à 7. Et moi, je respecte son choix. Okay. Parce que je crois que c'est un élément courageux, parce qu'il accepte de se remettre en question. Finalement, il aurait pu rester dans sa zone de confort. Et il a choisi, au travers de ce défi, de se mettre peut-être en situation de difficulté. Mais en tout état de cause, je suis convaincu que ça va nous permettre de pouvoir avoir beaucoup d'espoir pour les Jeux Olympiques. Merci Philippe Folliot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, retrouvez l'édition nationale de Dimanche en politique avec Francis Letellier.